Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. Je suis Blandine Desjean, directrice de l'association Ébulliscience. Notre métier, notre objectif, c'est de faire découvrir et aimer les sciences auprès de tous les publics. Aujourd'hui, nous recevons Noémie et Corentin, avec qui nous allons parler de leur métier, le métier de médiateur et médiatrice scientifique. Bonjour Noémie Fenel et Corentin Mamy, bienvenue dans ce podcast Ébulliscience. Bonjour. Bonjour. On va commencer par la question que nous posons à tous nos invités et toutes nos invitées. Quel était votre rapport aux sciences quand vous étiez enfant ? Et sachant que c'était il n'y a pas si longtemps, je ne dirais pas vos âges respectifs. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé les sciences quand j'étais enfant. J'avais des bonnes notes à l'école en maths, donc ça me plaisait bien. J'aimais aussi beaucoup les jeux de construction, tout ce qui était Capla, tout ça. Quand j'étais tout petit, je voulais faire architecte, donc c'était quelque chose qui m'attirait déjà beaucoup. Et puis ouais, même au niveau de la représentation qu'on a des sciences, donc à travers les livres, les dessins animés, la science-fiction, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. J'aimais beaucoup tous les dessins animés de science-fiction, de super-héros un peu futuristes, ça me fascinait. Je voulais inventer la téléportation, comme beaucoup d'enfants, je pense, à cet âge-là, mais voilà, c'était Oui, un peu... l'entrée dans la science par la science-fiction. Oui, c'est ça. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure, il n'y avait pas de personne dans ta famille qui était scientifique ou qui avait fait des sciences. Non, pas vraiment, non. Mes parents aimaient pas trop ça, ils ont jamais trop eu des bonnes notes à l'école, eux, au contraire, et ils s'étonnaient toujours que ma sœur et moi, on s'épanouisse là-dedans. Ils se disaient, mais comment on vous a fait, c'est pas possible. Et toi, Noémie, alors ton rapport aux sciences quand tu étais enfant ? Moi, c'était surtout basé sur la télévision déjà. J'ai beaucoup construit ça sur la télévision, notamment autour de C'est pas sorcier. C'était le fameux Jamy ? Voilà, le fameux Jamy. Et du coup, c'était assez intéressant parce que j'étais fascinée par tout ce qu'il peut y avoir autour de nous et même de tout, surtout notamment de tout ce qui était lié un peu à la médecine. Parce que oui, tu disais que du coup, tu voulais être architecte. Moi, j'avais une des ambitions, c'était être médecin. Bon. Voilà, du coup, je suis pas médecin. Et pas aussi... encore. Voilà. Bon, peut-être. Oui, il y avait aussi... je me rappelais aussi que j'aimais beaucoup avoir des jeux de société basés sur la science. Bon, après, des fois, c'était parfois sur les espions et tout ça, ou un peu la police scientifique. J'aimais beaucoup ça, où il y avait parfois plein d'expériences que je pouvais faire quand j'étais plus petite. Mais ce qu'on entend chez vous deux, c'est le rapport au plaisir aussi, la science-fiction, les jeux, au ludique, à ce qui fait rêver, en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Et est-ce que vous avez le souvenir d'un enseignant ou une enseignante qui vous a plus particulièrement marqué, Corentin ? Oui, tout à fait. Moi, c'était Madame Cordier, on fait une dédicace à Madame Cordier. Si elle nous écoute. Si elle nous écoute. Enseignante de latin et grec au lycée. C'est vrai que c'est une matière qui n'a pas une image très valorisée aux yeux des étudiants. On voit ça comme des langues mortes, ça sert à rien, on perd un peu notre temps. À la limite, c'est des points bonus pour le bac, quoi. Et c'est vrai qu'elle a totalement changé cette image-là pour moi. Elle avait une vision des langues anciennes qui était passionnante, où elle voyait ça vraiment comme la base de toutes nos langues actuelles. Et du coup, c'était très intéressant à reconstruire. Presque, on avait l'impression encore de faire des jeux de construction quand on faisait du latin avec elle. Et c'était super intéressant. C'est ça qui m'a donné envie aussi qui m'a ouvert plutôt ma curiosité sur plein de domaines différents, parce que du coup, toute cette mécanique de réflexion qu'on apprend en latin, en grec, en reconstruisant les mots, les langues, ça sert aussi dans plein d'autres choses, y compris dans les sciences. Et voilà, donc... Oui, elle a fait comprendre vraiment l'intérêt du latin, en fait. Ouais, tout à fait. Et toi, Noémie ? Moi, c'était au collège, j'avais une professeure de français qui aimait beaucoup amener du coup on va dire l'orthographe, parce que c'est vrai qu'au collège, c'est vraiment les derniers moments où on a des cours de français, c'est un peu barbant quand même, et elle aimait beaucoup amener tout ce qui est amusement autour de ça, et donc ça rendait agréable de l'apprentissage du français, et donc ça donnait plus envie d'apprendre des choses. Oui, donc toujours l'idée de plaisir, de faire différemment. Et vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi vous faites différemment, peut-être des sciences, que ce qui peut se pratiquer habituellement. Justement, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours d'études et puis on glissera doucement sur qu'est-ce que de ces études, qu'est-ce qui, dans ces études, ou pas d'ailleurs, vous a amené à travailler à Ébulliscience ? Alors moi, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur. Je suis allé
Je suis allé à l'Institut national des sciences appliquées, donc l'INSA de Lyon. Et dans cette école-là, je me suis spécialisé en matériaux. Donc c'est ce qu'on appelle une spécialisation, mais qui reste quand même assez vague, puisque les matériaux, c'est littéralement tout ce qui existe autour de nous, quoi. On est assis sur des matériaux et on parle dans des matériaux actuellement. Donc voilà, je me suis dirigé là-dedans parce que vraiment, c'était quelque chose qui m'intéressait, c'était d'aller au niveau fondamental de la matière, encore une fois, revenir au niveau des atomes, qu'est-ce qui se passe vraiment à toute petite échelle. Et ça avait aussi le mérite de rester assez vague, assez large pour les applications de métier derrière, parce que je savais pas encore trop ce que je voulais faire, quoi. Et j'étais pas forcément certain de moi pour ce qui était de l'ingénierie. Faut savoir qu'à la base, moi, je voulais être graphiste quand j'étais au collège, au lycée. Et on m'a dit, avec les notes que tu as en sciences, ce serait quand même dommage de pas en faire quelque chose. Donc, fais ingénieur, là au moins, ce sera intéressant pour toi, tu vas exploiter tes capacités. On a une pensée pour tous les graphistes. Hein. Oui, effectivement. Donc je me suis un peu auto-convaincu de faire ingénieur. Je me disais, c'est bien, au moins ce sera un métier qui sera peut-être plus utile pour la société, même si je suis sûr que graphiste c'est aussi très utile pour la société. Je me disais là au moins, je sais pas, avec le progrès qu'on peut apporter avec les inventions, avec la science, on peut vraiment faire des avancées considérables. C'est un peu ça qui me motivait. Et l'école d'ingénieur, même si c'était formidable et que j'ai appris énormément de choses, que je me suis vraiment beaucoup épanoui, notamment à travers la vie associative de l'INSA qui est foisonnante, ça m'a aussi fait réaliser que l'ingénierie et les sciences de manière générale, c'est pas aussi vert et aussi utopique que ce qu'on retrouve dans les science-fiction justement, et dans les dessins animés, dans les livres. Donc ça a un petit peu cassé cette image-là que j'avais. Et du coup, je me suis retrouvé à la fin de mes études en me disant, mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me retrouve pas trop dans l'ingénierie. Et j'avais quand même cette envie du coup de conserver cet apport de science que j'avais gagné, d'en faire quelque chose, tout en gardant aussi cette idée d'être utile à la société que j'avais au départ. Et c'est ça qui m'a poussé vers la médiation scientifique. Voilà. Et toi, Noémie, qu'est-ce que tu fais actuellement en fait, en termes d'études, et comment tu t'es retrouvée à Bellisciences ? Du coup, moi aussi, comme on avait parlé de l'enfant juste avant, les sciences, vraiment, c'était quelque chose que je voulais... dans ma tête, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire à la base. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des études en sciences. Et arrivé après la licence de biologie, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Après, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a eu confinement. Donc, ça a un peu bouleversé parfois des vies. D'accord, donc le premier confinement, 2020 Oui, 2020, 2021, c'était d'accord, vraiment... c'était cette année scolaire-là. Oui, voilà. Et donc, ça a bouleversé quand même pas mal de choses à ce moment-là, dont ma notion de qu'est-ce que je veux faire après. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, la science, au vu de tout ce qu'il y a, quand même, le contexte était un peu différent avec, je sais pas, on va dire un peu la transmission des savoirs scientifiques était parfois remis en question, notamment avec Didier Raoult, là où on n'était pas très sûr de ce qu'il disait à la fin. Et au début, d'ailleurs. Oui, encore maintenant. Et avec aussi des projets que j'ai pu avoir en licence, notamment, une fois, j'avais fait un poster, du coup, et j'ai exposé ce poster devant des personnes qui ne savaient pas trop le lien, parce qu'il n'y avait pas trop la thématique que je voulais aborder, et j'ai beaucoup aimé le fait de transmettre des savoirs. Et il y avait aussi mon rapport avec à mes proches aussi, parce que certains viennent de... mes parents, par exemple, n'ont pas fait de sciences, donc du coup, c'était intéressant de leur parler de la science, mais je me sentais pas trop légitime non plus parfois à leur parler de science. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une formation ? Et actuellement, je suis dans une formation qui s'appelle le Master en formation et médiation scientifique et technique, pour être vraiment très en profondeur. Et donc, j'ai commencé cette formation en septembre 2022. Et donc, c'est à ce moment-là où je suis arrivée à Ébullisciences aussi. Donc, dans le cadre d'une alternance, ouais, c'est ça ? Exactement, c'est bien ça. Donc, ça consiste en quoi exactement ? Tu es certaines semaines au sein de l'association et donc d'autres semaines au sein de ta structure d'enseignement, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Alors, du coup, là, je suis en deuxième année de master, donc la première année, j'étais aussi à Ébullisciences. C'était en fait une semaine de cours, une semaine d'alternance, une semaine du coup d'entreprise, jusqu'à une certaine période. Et après cette période, du coup, c'était vraiment totalement d'entreprise. Et donc, c'était assez intéressant parce que la médiation, je ne connaissais pas du tout avant. Et grâce à Ébullisciences, je me suis vraiment, on peut dire, parce que du coup, il y avait l'aspect théorique de la formation, mais il y avait aussi l'aspect pratique d'Ébullisciences. Tu es rentrée dans la médiation vraiment concrètement. Oui, voilà, c'est ça, je suis rentrée vraiment dedans. Et donc, justement, si vous deviez décrire à des gens qui ne connaissent pas du tout ce métier de médiateur et médiatrice scientifique, qu'est-ce que vous diriez ? Allez, on le fait là. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. C'est vrai que c'est un peu compliqué. La médiation scientifique, quand on
on en parle à tout le monde, enfin autour de soi, la plupart sont un peu étonnés, sont là, qu'est-ce que c'est que la médiation? Ils peuvent penser peut-être que c'est la médiation dans le cas de problème, enfin, on peut penser à ça. Médiation sociale, Oui, c'est ça, oui, tout à voilà. fait. Et c'est vrai que l'aspect scientifique, du coup, ça rajoute un point d'interrogation. Et donc, parfois, je dis, en fait, c'est un peu comme c'est pas sorcier. C'est un peu essayer de transmettre la science à tout le monde. Mais aussi, ça peut être, par exemple, je prends l'exemple, par exemple, des personnes dans les musées qui viennent, qui accueillent les personnes et qui vraiment sont là pour expliquer, pour transmettre des informations. Mais en même temps, avoir un moment d'échange, parce que c'est quand même ça aussi, la médiation, c'est d'échanger. Avec l'aspect un peu particulier à Abiliscience que justement on n'apporte pas Oui. des réponses, Ouais, voilà, c'est ça. qui rajoute encore un point d'interrogation sur ce métier. Et toi, Corentin, comment tu décrirais ce métier de médiateur scientifique que tu fais? C'est vrai que ouais, moi souvent quand je dis médiateur scientifique, on me demande de répéter le premier mot aussi, parce que c'est pas un mot qu'on entend souvent. Et du coup, en général, je dis animateur pour simplifier, et j'aborde ça du coup par le spectre de l'animation. Et après, j'introduis le fait que au lieu de faire des ballons prisonniers et des coloriages, on fait de la chimie et de l'électricité, quoi. Ouais, très bien, c'est une bonne... Et on le fait comment, plus particulièrement à Abiliscience, puisqu'on parle de pédagogie active? Si vous deviez décrire un peu plus précisément comment se pratique la pédagogie active à Abiliscience, qu'est-ce que vous en diriez, Je Corentin? dirais que ce qui est le plus important, c'est de bien construire un cadre autour de l'animation pour mettre l'enfant dans une situation où il va pouvoir vraiment découvrir par lui-même et faire par lui-même en touchant, en expérimentant. Et l'idée, c'est qu'après, une fois que l'enfant est lancé dans son expérience, nous, on a quasiment plus besoin d'intervenir, en théorie. On est toujours là pour poser des questions, bien évidemment. Et c'est même ça, je trouve, qui est le plus dur, c'est de poser les bonnes questions, sans donner les réponses, encore une fois. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre l'enfant dans ces conditions-là pour qu'il puisse apprendre par lui-même le plus de choses possible dans des conditions qui soient favorables. Elle est facile à tenir cette posture, d'être à côté. C'est un peu l'idée de la médiation, au milieu, à côté, et d'accompagnement de l'enfant sans donner des réponses, Noémie? Non, c'est vrai que déjà c'est un peu enfin, c'est un peu, des fois contre-intuitif parce qu'on a l'habitude à l'école d'avoir vraiment ce côté, on fait de l'apprentissage vraiment, on écrit, on écoute, on pose pas trop de questions. Et c'est vrai que là, en arrivant à Ébullition, on doit poser plein de questions aux enfants, alors que c'est de base eux qui posent des questions. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal et donc non, c'est pas tout le temps facile parce qu'en plus ils sont là, ils sont demandeurs de plein de choses, enfin ils veulent vraiment découvrir des choses et nous on est un peu: «Non, je ne peux pas te donner des réponses, mais par contre je peux t'aider». Au départ, du coup, oui, c'est difficile, mais au fur et à mesure, c'est même plutôt, on va dire, je sais pas, intéressant et on va dire sympathique aussi. Enfin, ouais, voilà. Et peut-être facile, Oui, à force. À force, Non, ouais, c'est c'est ce reposant que même. tu disais, Ouais. oui, c'est reposant. Pas besoin de s'embêter à connaître les réponses, on les laisse faire Mmh. et si on n'a pas les réponses, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Et à la fois, votre accompagnement, j'imagine que dans beaucoup de situations, vous voyez les enfants trouver les réponses par eux-mêmes. Oui, bien sûr. Corentin? C'est ça aussi le but du cadre qu'on met en place en avant, c'est de leur mettre un environnement favorable pour qu'ils puissent trouver plein de réponses par eux-mêmes. Et effectivement, des fois, il y a même des réponses qui nous surprennent totalement. Oui, auquel vous ne vous attendiez pas. Ouais, c'est ça. Et bien justement, peut-être avant, j'allais vous dire, est-ce que vous avez quelques anecdotes de choses surprenantes? Mais peut-être avant, comme on est aussi à Ébullition, on est sur l'idée de développer l'esprit critique. Si vous deviez faire des observations critiques sur cette pédagogie active, qu'est-ce que vous en diriez pour vous, peut-être les problématiques que ça peut poser parfois? C'est vrai que les enfants, des fois, ils partent sur une idée et ils restent dans cette idée-là. Et à la fin, en fait, ils se retrouvent à avoir fait, par exemple, je sais pas, une construction ou fait quelque chose, mais sans qu'il y ait de but à la fin. Et donc, c'est vrai que peut-être que ça peut être des fois les limites de la pédagogie active parce que le but de la pédagogie active, c'est de les laisser faire on va dire ce qu'ils veulent, encore une fois, dans un cadre bien délimité. Mais c'est vrai que l'aspect scientifique, parfois, n'y est pas. Par exemple, ça peut très bien être notamment le public entre 3 et 5 ans. C'est vrai qu'à ce moment-là, ils sont pas non plus tout le temps dans la réflexion. Donc, ils sont vraiment à faire des coloriages, par exemple. Et donc, l'aspect scientifique n'y est pas tout le temps. Et ça peut être une des limites. Il y a aussi le côté où c'est vrai que parfois, on se repose trop dessus et donc on est moins peut-être on est moins peut-être actif au niveau de la médiation. Ce public de 3-5 ans, tout à l'heure, quand on préparait justement le podcast, vous en avez parlé tous les deux. Il me semble que, par exemple, c'est peut-être le public avec lequel on peut se poser le plus de questions sur la pédagogie active. Je ne sais pas, Corentin? Tout à fait, ouais. Ouais, ça fait. Je pense qu'on peut pas
tout faire en pure pédagogie active. Il y a certaines thématiques pour lesquelles ça marche mieux que d'autres, notamment quand il y a beaucoup de motricité fine qui est requise, qu'on a beaucoup de petites manipulations à faire qui demandent de l'agilité. Les enfants ont beaucoup plus besoin d'être cadrés, qu'on leur montre pour qu'ils puissent essayer de recopier nos gestes. C'est quelque chose qui n'est pas forcément compatible avec la pédagogie active, mais qui est aussi très intéressant, je trouve, pour les sciences et pour les enfants, quoi. Oui. Et justement, on va continuer avec toi, Corentin. J'ai une petite question sur les anecdotes de la médiation scientifique. Est-ce que tu peux nous en donner une? Alors, soit parce qu'elle est drôle, soit parce qu'elle est marquante, soit de réflexion d'enfant. Voilà. Justement, pour rester sur le thème de la motricité fine et des 3-5 ans, avec Noémie, nous avions une animation dans une MJC avec des maternelles et on avait choisi la thématique chimie. Donc, l'objectif, c'était de manipuler les pipettes et les tubes à essai pour la première fois. Avec des liquides colorés qu'il fallait mélanger dans les tubes et en observant du coup les couleurs qui en résultaient. Donc les enfants avaient tous leurs petites pipettes, leurs petits tubes et ils prenaient les liquides dans des béchères comme ça pour les verser dans les tubes. Et il y avait cet enfant qui avait bien compris qu'il fallait donc appuyer sur la pipette pour aspirer le liquide. Mais c'est intéressant parce que si on a des auditeurs qui ont plus de 5 ans, même adultes, je suis pas sûre que forcément ils en ont manipulé et qu'ils le savent. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'était bien compris, ça c'était vraiment bravo à lui. Mais du coup, par contre, ce qu'il n'avait pas forcément réalisé sur le moment, c'est que si, une fois la pipette remplie, il la laissait tout au fond de son tube à essai au moment de la vider, et qu'après avoir vidé la pipette, il relâchait la pipette sans sortir du tube, tout le liquide remontait directement dans la pipette. Donc ça donnait l'effet assez marrant que il vidait sa pipette dans son tube, puis ensuite il la relâchait, tout remontait dans la pipette, il retournait au bécher sans se remarquer que la pipette était encore pleine, il reprenait du liquide dans le bécher, mais ça ne changeait absolument rien, il retournait dans le tube restait vide, et il a fait ça pendant quelques minutes, je le regardais faire, j'étais assez fasciné, jusqu'à ce qu'il comprenne, et au final j'ai fini par l'interpeller un petit peu, mais oui, il a fini par comprendre aussi. Oui, donc on est vraiment là sur l'observation du phénomène et d'essayer de trouver une solution à son problème. Est-ce que toi, Noémie, tu as une anecdote également? C'est plutôt, pas vraiment qu'une anecdote basée sur un enfant, mais plutôt sur la globalité. Encore une fois, je vais rester aussi du coup sur le thème des 3-5 ans. C'est vraiment un public assez drôle à voir. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de surprises avec eux. C'est vrai qu'on a plein de choses qu'on peut peut-être imaginer en faisant un déroulé de la séance. Mais Ils vraiment détournent le déroulé. Voilà, exactement. C'est ça. Ils vont, par exemple, ça peut être avec de l'eau, par exemple. Toute expérience avec de l'eau avec des 3-5 ans finit toujours par plus être des expériences, mais plutôt être une pataugeoire, on va dire. À laquelle tu participes, j'imagine. Oui, évidemment. Et oui, c'est ça. Par exemple, on peut imaginer plein d'expériences avec de l'eau, ce qui a quand même pas mal d'expériences basées sur à ébullition, basées sur l'eau. Et on a vraiment un but scientifique précis. Et bien sûr, entre 3 et 5 ans, ils n'ont pas la même réflexion que plus âgés. Et donc, ils vont vraiment voir l'eau. Ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment patauger. En tout cas, mettre de l'eau partout, s'amuser, mais pas du tout faire des sciences. Le côté ludique. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais j'imagine, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous gêne que ça tourne comme ça? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au début, c'est un peu dur à... Comment dire, c'est dur de s'y adapter, puisqu'on arrive d'une image des sciences très carrée, très rigoureuse. Mais en fin de compte, il y a aussi des fois des bonnes choses qui ressortent de ça, de laisser la créativité des enfants s'exprimer. Ça demande un peu de prendre sur soi et de réussir à les accompagner sans laisser les choses trop déborder. Oui, déconstruire un peu nous-mêmes notre rapport qu'on a à l'enseignement et à la pédagogie, quoi. Ouais. Est-ce que je crois que tu avais une autre anecdote, non, Corentin? J'ai plein d'anecdotes. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques jours en SDS. Alors, SDS, c'est la salle de découverte scientifique qu'on a dans nos locaux à Vaux-en-Velin. C'est un peu le musée des bullisciences, mais où on dit que, contrairement à tous les autres musées, c'est interdit de ne pas toucher, quoi. Toutes les expositions, non, c'est pas tout ce qui est exposé, tout le matériel est touchable. Tout ce qui est exposé est touchable, exactement. C'est même écrit sur les murs, interdit de ne pas toucher. Et donc dans cette SDS, on avait une expérience avec un agitateur magnétique. Donc c'est les petits aimants qui tournent au fond des bocaux et si on le fait tourner assez vite, ça fait un tourbillon d'eau. Et j'avais une petite fille qui était en train de tester cette expérience-là. Et au bout d'un moment, elle arrive à faire le tourbillon d'eau. Et donc elle s'est exclamée « Waouh, mais alors c'est ça la science! C'est trop bien! Je pensais que ça allait être nul, mais en fait c'est super intéressant. » J'adore cette expérience, cette anecdote, pardon. Et justement, qu'est-ce que ça vous apporte, ce métier, au quotidien? Donc, sûrement quelques fous rires, des Oui. surprises, mais voilà, qu'est-ce que le fait de pratiquer ce métier au quotidien, puisque
Tu es toi, Corentin, salarié de l'association, tu es en alternance, tu travailles très régulièrement au sein de l'association. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce métier ? Alors moi, sur le plan purement personnel, déjà, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi au niveau de la prise de parole à l'oral. C'est pas forcément quelque chose que j'avais trop au début. Et puis, force de pratique, c'est devenu vraiment... je suis très à l'aise maintenant avec le fait de parler en public. Et puis ouais, le fait de découvrir cette pédagogie active, cette souplesse d'esprit, c'est aussi quelque chose qui sert dans la vie de tous les jours, je trouve. Qui infuse dans ta vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Je n'aurai pas forcément d'exemple concret là, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose auquel je pense des fois de temps en temps quand je me lève ou... Quand tu te rases. Voilà, Et toi, Noémie, qu'est-ce que ça t'apporte ? Un peu la même chose, c'est vrai que au niveau de l'aisance, c'est vrai qu'on parle beaucoup quand même, même si on ne dit pas totalement peut-être des choses, on ne transmet pas des informations. Vous vous mettez beaucoup en scène, en fait. Voilà, c'est ça. On pose beaucoup de questions, on est quand même devant un public, donc on est quand même là pour cadrer, donc c'est vrai qu'on a plus d'aisance à l'oral. Et il y a aussi le fait que, à force de poser beaucoup de questions, je me retrouve à poser beaucoup trop de questions dans la vie de tous les jours, au point qu'on me dise, en fait, tu poses trop de questions, en fait. Et donc, les gens ne sont pas habitués. Non, mais c'est ça, peut-être que... Et donc, c'est vraiment, des fois, vraiment des questions, vraiment des questions sur des questions sur des questions sur des questions. Et du coup, c'est positif aussi parce que vraiment, je me pose plein de questions. Maintenant, même si de base, j'étais curieuse, maintenant, je suis encore plus curieuse, j'ai plein de questions. Et du coup, ça en déborde trop, en fait. Et il y a aussi le côté, oui, il y a encore la science qui était avant rigide. Maintenant, c'est vrai que maintenant, je me rends compte, en fait, la science, c'est pas que ça. Enfin, c'est pas que de la rigueur. C'est aussi le fait de la remettre en question. Est-ce que c'est vraiment important, la science ? Enfin, des fois, c'est vraiment des questions un peu... en fait, philosophiques. Oui, c'est ça, exactement, sur philosophique. Et avec le recul, Corentin, toi qui as fait des études scientifiques, donc d'ingénieur, et là maintenant on pratique les sciences à Abiliscience, au cas de réflexion, ça te... c'est sûr qu'on s'amuse beaucoup plus à Abiliscience qu'en TP de chimie en prépa, ça c'est sûr. Parce que tu ne l'as pas évoqué tout à l'heure, mais je me souviens qu'en discutant il y a quelque temps, tu me disais, j'avais fait des stages. Et le fait de faire des stages en tant qu'ingénieur, je me suis dit, mais c'est pas dans ce milieu-là, ces métiers-là que je vais évoluer, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je commençais à me douter un petit peu que la voie d'ingénieur ne me correspondait pas trop déjà sur la fin de mes études, sans parler des stages, mais effectivement, j'attendais ces stages-là pour me le confirmer ou pas. Et oui, c'est vrai que du coup, le fait d'aller en entreprise, d'avoir un projet scientifique comme ça sur du long terme, avec justement ce qu'on disait, cette rigueur-là scientifique, et en même temps, comment dire ça, lié au monde de l'entreprise, donc toujours tourné quelque part vers le profit, vers qu'est-ce qu'on veut en tirer, qu'est-ce qu'il faut, voilà. C'est pas quelque chose qui m'a forcément intéressé plus, donc c'est pour ça effectivement que je me suis tourné vers la médiation. Et justement, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé à Abiliscience ? Ce qui m'a marqué, c'est vrai que le cadre de travail m'a vraiment beaucoup plu. Je m'attendais pas à ce qu'on soit dans un environnement aussi bienveillant, aussi ouvert, où il y a autant d'espace pour la discussion entre collègues, pour qu'on puisse améliorer nos pratiques en se confrontant un peu les uns aux autres. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et toi, Noémie, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivée à Abiliscience ? Déjà, c'est vrai que le peu d'expérience que j'ai eu professionnellement, c'était pas trop en rapport avec la science. Du coup, j'étais vraiment beaucoup dans les entreprises. Et donc, c'est vrai que je reprends un peu les notions de Corentin, c'est qu'il y avait la bienveillance, tout ça. Il y avait aussi peut-être le fait que ce soit une petite structure. C'est plus simple d'aller parler, pour aller chercher des informations et les trouver facilement. Il y avait aussi le dialogue, en fait, beaucoup de dialogue. Et notamment le fait que c'est pas gênant de copier les autres. C'est même ce qu'il y a de mieux, en fait. Souvent, on peut penser que si on fait une certaine activité et qu'on reproduit la même chose, nos collègues vont un peu... du coup, ça va être un peu mal vu, mais en fait, là, non. Au contraire, l'imitation, c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce qu'on prend le meilleur de chacun et on en fait un meilleur tout, en fait. Et c'est ça qui Encore est... mieux. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est, en fait, on est toujours à essayer aussi de s'améliorer, de faire des meilleures choses, de mieux comprendre le public qu'on a en face et même essayer de mieux se comprendre entre nous en dialoguant, en essayant jamais de s'améliorer. Et donc, l'année dernière, on a fêté les 25 ans de l'association. Qu'est-ce qui vous a marqué aussi dans cet événement, Corentin ? Alors cet anniversaire, ouais, c'était, on avait fait 3 événements, donc un à Lyon, un à Villeurbanne et un à Vaux-en-Velin, 3 soirées. Et moi, ce qui m'a un peu plu, c'est de retrouver un petit peu des racines de l'événementiel que j'avais un peu pratiqué dans mon école d'ingénieur, dans l'associatif.
Et donc oui, j'ai beaucoup aimé l'organisation d'événements comme ça, le fait de porter des tables et des chaises. L'aspect logistique. Ouais, c'est ça. Et sinon, peut-être, comme vous êtes depuis récemment à Ébulliscience, concernant l'histoire, 25 ans, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous C'était surtout de mieux comprendre d'où vient Ébulliscience, parce que c'est vrai que de par mon parcours, j'ai fait un mémoire, du coup je connaissais un petit peu Ébulliscience de son histoire pour l'aborder dans mon mémoire, mais c'était vraiment surtout pour voir un peu les différents acteurs qu'il peut y avoir autour, et de se rendre compte à quel point Ébulliscience, ça a 25 ans, peut-être que, étant donné que c'est un peu mon âge, ça me paraît pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en fait, c'est quand même quelque chose de grand, qui a quand même eu des conséquences, oui, qui a quand même eu des conséquences sur, par exemple, Vaux-en-Velin, mais aussi un peu plus autour. Et c'est aussi de voir, en fait, différentes, comment dire, une médiation différente de ce qu'on peut avoir d'habitude, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de dispositifs, et donc on a des publics différents, des attentes différentes, et là, c'était complètement quelque chose que j'avais pas eu l'habitude depuis le début. Mais du grand public, Oui, en fait. Exactement. Donc, du coup, ça pouvait très bien être des parents ou juste des enfants ou juste des adultes. Et donc, c'était intéressant de voir en fait plein de monde, en plus, c'était pendant la fête de la science, donc c'était vraiment dans un but d'ouvrir la science. Et c'était c'est pas je sais pas comment expliquer, c'était génial en fait. J'ai beaucoup aimé, moi. C'était très intéressant d'avoir différents endroits, différents publics, différentes approches. C'était aussi un moment où on a beaucoup, on a créé des choses. Peut-être pas moi, mais d'autres collègues ont créé des choses. Et c'était intéressant de voir en fait que des expériences peuvent être vues d'une autre façon, dans des contextes différents. Et ça permet de voir d'autres choses, de prendre du recul aussi sur ce qu'on fait. Et toi, Corentin, par rapport à l'histoire, finalement, tu n'as pas 25 ans, mais presque. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je retiens, c'était l'anecdote que tu avais racontée sur le fondateur de l'association. Henri Latreille. Bravo. Ce podcast n'est pas un test pour voir si vous retenez bien les informations. Mais oui, sur le fait qu'il faisait les mêmes expériences à ses étudiants dans ses cours et aux enfants à Ébulliscience au tout début. Je trouvais ça assez fascinant, encore une fois, de changer le regard qu'on a sur les sciences et les expériences, quoi. Oui, de croire aussi que c'est possible, en fait, qui que l'on est en face de soi. Et alors, justement, vu qu'il prenait des expériences pour les faire à n'importe qui, vous, c'est quoi votre expérience préférée, Noémie, ton expérience préférée? Alors, j'en ai plusieurs. Tu as le droit Allez, je te donne le droit d'en citer 2 et de nous expliquer... C'est gentil. Cette expérience de rien. Parce qu'on on a plein de thématiques. Il y en a une, c'est police scientifique. Et c'est génial. Parce que les enfants, à chaque fois, ils adorent. Et on a 2, notamment, que j'aime beaucoup. C'est l'extraction de l'ADN de banane. Donc, comme son nom l'indique, c'est essayer d'extraire de l'ADN de banane. Donc déjà, la banane a une ADN. Oui. Et comment ça fonctionne alors, cette expérience? Alors, je me souviens plus exactement des étapes, mais en fait, le but, c'est on va prendre une banane et à la fin, c'est qu'on ait un peu une pelote d'ADN. Vraiment, on voit pas non plus vraiment l'ADN, mais on voit en fait, on va dire, un regroupement d'ADN dans un tube à essai. Dans un tube à essai ou dans une éprouvette. Et le but, c'est d'abord, au préalable, de faire plein de mélanges, d'essayer d'extraire, par différents procédés, du coup, pour avoir finalement l'ADN de banane et vraiment voir ce que c'est en fait. Parce que souvent, les enfants, ils sont là, l'ADN, oui, je connais, mais est-ce qu'on la voit vraiment? Non, on la voit pas, mais on peut peut-être essayer de voir en plus grand, et donc ils sont souvent impressionnés par ça. C'est assez spectaculaire. Et l'autre expérience? C'est dans la même thématique, c'est les groupes sanguins, parce que c'est c'est genre le sang, on a tous du sang sur soi, on a déjà entendu parler, mais est-ce que vraiment? Mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça, exactement. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait le but, c'est on a du faux sang, et c'est essayer d'un peu d'amener la notion de groupe sanguin. Et donc, du coup, on a un peu une modélisation 3D de ce que c'est que le sang. Et donc, ça permet en fait de voir un peu pourquoi les dons de sang, ça se fait selon différentes compatibilités. Ou peut-être comme dans le cas d'une enquête policière, comment on fait pour savoir le groupe sanguin d'un des suspects. Ça leur permet de se poser des questions dans des domaines où ils ne sont pas forcément posés jusqu'à maintenant. Écoute, Corentin, même question. C'est quoi ton expérience préférée, sachant que si tout le monde entend de la musique derrière, c'est normal, on enregistre dans une école, toujours. C'est notre mode opératoire dans une école, qui est l'école Champ-Vert dans le 5e. Et comme c'est une école, il y a des enfants. Corentin, ton expérience préférée? Moi, la mienne, c'est une expérience qu'on appelle le colorissimo. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une lampe
qui, avec des miroirs et des ouvertures un peu spéciales, peut éclairer dans 3 directions à la fois. Et à partir de ça, on peut y insérer des filtres colorés, on peut y insérer des fentes, on peut y insérer plein de petits objets. Et le but, c'est de jouer avec la lumière, de voir qu'est-ce qui se passe quand on mélange des lumières de différentes couleurs, qu'est-ce qui se passe quand on met un prisme devant la lumière, avec l'expérience que Newton avait fait, donc pour dissocier la lumière blanche en un arc-en-ciel. Il y a plein de choses à faire comme ça avec cette expérience. Et vraiment, j'aime beaucoup ça, parce qu'on peut faire... Il y a beaucoup de découvertes possibles Et à la fois, ce sont des concepts extrêmement complexes, ça permet de les aborder. Exactement, ouais, c'est ça. Même avec des publics assez jeunes. Ouais, tout à fait. Eh ben, merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci pour le travail aussi que vous faites au quotidien. Et comme je suis la directrice de l'association, j'en profite aussi pour remercier tous les médiateurs et toutes les médiatrices qui s'engagent au sein d'Ebuliscience et que vous représentez finalement aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci encore à Noémie Fenel et Corentin Mamy pour cet échange passionnant. Nous espérons que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique.